Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers Normandes, chers Normands, bienvenue pour notre 8e soirée d'échange. Vous le savez, depuis plus d'une semaine, plus de 8 jours, nous avons amorcé chaque soir des échanges, des débats sur différentes thématiques, les sujets qui vous intéressent. Ce soir, on se retrouve donc, il est 19h en direct du QG de la Normandie conquérante, la permanence de campagne située à Beuzeville, pour échanger, débattre sur un tout autre sujet par rapport à hier où nous étions sur le tourisme. Ce soir, c'est la formation et l'apprentissage avec des intervenants de qualité, avec une expérience aiguisée en la matière, que ce soit par leur quotidien professionnel que par leur mandat. Ils sont ce soir devant vous pour témoigner de leurs expériences et pouvoir apporter des réponses à vos questions et à vos commentaires et questions très importantes, puisque ces échanges se veulent interactifs. Vous le savez, par le contexte sanitaire dégradé que nous connaissons, il est difficile d'aller à l'encontre comme nous le souhaitions. Et donc, nous avons décidé avec Hervé Morin et la Normandie conquérante de diffuser des échanges chaque soir pour pouvoir justement maintenir le dialogue avec vous. Pour débuter donc les présentations, je me tourne donc à ma droite avec le premier intervenant, David Marguerite. Bonsoir David. Bonsoir Gauthier. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Vous avez donc 40 ans, vous êtes vice-président de la région Normandie en charge de la formation et du développement des compétences et aussi depuis quelques mois maintenant, une petite année il me semble même, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Bonsoir David, merci beaucoup. Bonsoir Gauthier, merci beaucoup et bonsoir à tous. Je me tourne désormais sur ma gauche qui est votre droite. On m'a fait la remarque que ce n'était pas la même chose à la caméra, vers donc Olivier Varteressian qui n'est pas un visage inconnu pour ceux qui nous suivaient avec les jeunes Normands conquérants, puisque vous étiez déjà intervenu il y a quelques mois lors de notre table ronde numérique sur la formation et l'apprentissage. Vous avez donc 50 ans, vous êtes chef de file de la formation et de l'apprentissage au MEDEF Normandie, mais vous êtes également membre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, qui se prénomme le Préfob. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Bonsoir Gauthier, bonsoir à toutes et à tous. Je précise aussi que je suis chef d'entreprise. Tout à fait, très, très important. Je reste donc sur ma gauche, votre droite, avec donc Jean-Paul Choulan. Vous avez 60 ans, vous êtes président de Transition Pro Normandie. Transition Pro Normandie qui est donc une structure regroupant des associations sur l'ensemble du territoire national, dans chacune des régions, justement pour accompagner les partenaires des salariés qui souhaitent se reconvertir. Et donc, nous en discuterons tout à l'heure. Vous êtes particulièrement impliqué sur le sujet de la formation, de l'apprentissage et de l'orientation. Enfin, pour terminer sur cette courte présentation, bonsoir effectivement Jean-Paul Choulan. Merci pour votre présence ce soir. Et donc pour terminer, comme je le disais, avec un peu de hâte, effectivement, je me tourne donc cette fois-ci vers ma droite, votre gauche à l'écran, Julie Barenton, vous avez 46 ans, vous êtes première vice-présidente du comité économique, social et environnemental régional de Normandie et vous êtes représentant du secteur des travaux publics justement au sein de cette instance et donc présidente de Formacité. Bonsoir Julie, comment allez-vous ? Alors, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Gauthier. Je précise, c'est Format-TP, pas Formacité, et je suis surtout, également présidente de l'école des travaux publics de Normandie qui est située à Alençon. Tout à fait, effectivement, dans le département de l'Orne. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. On va donc débuter cette soirée d'échange sur donc 3 thématiques. La première, donc la formation dans un premier temps et dans un second temps également, nous allons parler de l'orientation et du bilan régional de l'apprentissage qui va être donc le début de notre échange. Je me tourne vers David pour commencer. David, donc, la région depuis 6 ans maintenant, depuis qu'Hervé Morin et la Normandie conquérante est arrivé à la tête de la région réunifiée, a eu une politique particulièrement volontariste sur l'apprentissage. Concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui a été fait sur le sujet ? Alors en effet, ça a été le premier chantier qui a été mené par Hervé Morin, une volonté politique extrêmement forte, puisque dès son élection, c'était le 14 janvier 2016, il a lancé le Grenelle de l'apprentissage. Et c'était quoi le Grenelle de l'apprentissage ? C'était la volonté de marquer une rupture extrêmement forte avec les politiques qui étaient menées jusqu'ici pour faire en sorte que l'apprentissage soit en effet une voie d'excellence, le chemin le plus court vers l'emploi, comme le dit souvent la Chambre des métiers, le chemin en tout cas de l'insertion professionnelle et de l'épanouissement personnel des jeunes.
À l'époque, Hervé Morin a fixé un objectif qui était extrêmement ambitieux, qui était d'augmenter de plus de 50% le nombre d'apprentis dans la région, de faire en sorte en tout cas que massivement les CFA puissent se remplir. Il faut bien dire que le pari était risqué puisque nous avions une courbe démographique qui avait tendance à baisser fortement, que l'apprentissage avait mauvaise presse, qu'il était souvent quand même, il faut bien le dire, assimilé à la voie de l'échec scolaire ou une voie de formation réservée à certains milieux sociaux. Et puis finalement, le Grenelle de l'apprentissage, ça a été de dire on va renverser la logique, on va consulter pendant quelques mois tous les acteurs. C'était la méthode de la co-construction, à la fois les CFA, les apprentis, les parents d'élèves, les entreprises. Et le plan qui a été présenté en septembre 2016, très précisément, a été un plan de 23 mesures avec un budget qui a augmenté considérablement pour l'apprentissage dans la région, qui a été augmenté de plus de 15 à 20 millions même en année de plein exercice, avec à la fois le doublement de l'aide aux apprentis, pour être très concret, le doublement de l'aide aux entreprises qui recrutaient des apprentis de plus de 18 ans. Et ça a été une volonté surtout de changer radicalement la communication sur l'apprentissage, pour que nous soyons tous sous la même bannière. L'apprentissage voie d'excellence, je le disais, que nous changions la culture de l'apprentissage dans la région. Et je crois que 4 ans après, finalement, les résultats sont là. Il y a eu du chemin de fait, puisque nous avons augmenté de plus de 20% le nombre d'apprentis avant que la compétence, on pourrait y revenir, ait été retirée par le gouvernement, ce que je regrette profondément. Mais nous avons fait du chemin. Nous avons fait en sorte, en effet, qu'il y ait plus d'apprentis, que l'image change, on considère l'apprentissage du niveau supérieur au niveau 5 comme une voie d'excellence. Et ces résultats, je crois, sont aussi la fierté de l'action publique d'une façon générale. Ça montre que quand il y a une volonté politique de faire les choses, on peut avoir des résultats. Ça a été la volonté très forte d'Hervé Morin. Ça a été une mobilisation très forte de tous les acteurs. Un enthousiasme collectif, il faut bien le dire. Je le trouve vraiment. Les CFA, qui n'étaient pas habitués à se parler à l'époque à l'échelle de la région, eh bien, ont trouvé un espace avec la région où ils ont pu se parler, partager les expériences, mutualiser et donc faire en sorte, en effet, qu'on adresse un message très fort en matière d'orientation pour les jeunes et donc de faire en sorte, avec les plus 20%, qu'il y ait autant de jeunes qui choisissent une voie d'insertion professionnelle. Je disais plus 20%, mais plus 8 points aussi d'insertion professionnelle à l'arrivée. Ça aussi, c'est une réussite très concrète. C'est qu'en 2020-21, il y a plus 8 points de jeunes qui, quand ils ont fait un apprentissage, sont directement insérés professionnellement par rapport à 2016. Et c'est aussi un chiffre à prendre en compte. Donc voilà, en effet, la réforme de l'apprentissage est passée par là. Je regrette que l'on ait cassé quelque chose qui fonctionne, que l'État ait choisi de retirer partiellement la compétence. Il nous reste encore des investissements à y faire, de faire en sorte qu'on mutualise des moyens dans les CFA, que l'innovation soit une ligne de conduite et qu'on continue la logique un peu de régulation qui était la nôtre. Mais en tout cas, je crois qu'on a atteint des objectifs forts et que c'est important pour la jeunesse de Normandie de se dire que l'apprentissage est une voie de formation d'excellence et qu'elle peut être privilégiée dans un certain nombre de cas pour aboutir vers l'insertion professionnelle rapide. Merci beaucoup David pour ces propos. Effectivement, la région Normandie s'est particulièrement distinguée depuis ces 6 dernières années sur le sujet, ce qui me permet de me tourner donc vers Olivier Verteressian. Olivier, David vient de nous dire que la région Normandie voulait véritablement que la formation et l'apprentissage puissent être considérés comme une voie d'excellence, une filière d'avenir. Concrètement, maintenant que les jeunes de plus en plus sont sensibilisés à cet état d'esprit, les entreprises en Normandie, comment accueillent-elles ces dispositifs ? Les entreprises, que ce soit en Normandie, mais je pense aussi ailleurs, elles accueillent les dispositifs d'apprentissage de manière extrêmement positive. Et là où je rejoins David, c'est que c'est une voie d'excellence. Moi, j'aime bien, parler de manière extrêmement concrète. J'ai eu l'occasion de faire du recrutement dans ma vie professionnelle et je tiens à partager à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que quand je faisais du recrutement, je voyais dès les 30 premières secondes les personnes, les jeunes notamment, qui avaient eu déjà une expérience professionnelle et ça leur donnait un avantage. Voilà, c'est parfois le petit avantage qui va permettre dans un recrutement de faire la différence et donc de favoriser l'insertion professionnelle. C'est un moyen vraiment, depuis les premiers niveaux de qualification, mais aujourd'hui jusqu'à des niveaux de bac plus 5, donc vraiment vers les niveaux d'excellence, de pouvoir trouver rapidement une expérience professionnelle. Et on en a besoin à tous les niveaux dans les entreprises. Je ne connais pas une filière professionnelle
aujourd'hui qui ne me disent pas on a des besoins en recrutement qui ne sont pas pourvus, comment on peut faire? Eh bien, je dirais, au travers de l'apprentissage, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment quelque chose qui mène à l'excellence. Je voudrais juste rajouter un point, Gauthier, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai aussi des apprentis. C'est extraordinaire ce qu'elles peuvent apporter. Elles ont des compétences que je n'ai pas. Je peux leur apporter, je dirais, mon expérience professionnelle et qui les fait progresser. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit aussi l'avenir. Merci beaucoup Olivier pour vos propos, ce qui me permet de me tourner donc cette fois-ci vers Julie. Julie, donc vous êtes première vice-présidente du Césaire Normandie avec particulièrement des responsabilités sur la question de la formation et de l'apprentissage. Vous, dans le cadre de votre exercice professionnel, mais aussi dans le cadre de votre mandat au Césaire, est-ce que vous ressentez auprès des différents acteurs une véritable volonté de s'engager dans ces dynamiques de valorisation de la formation et de l'apprentissage ? Alors oui, enfin moi j'ai ressenti cet effet, l'effet du Grenelle assez rapidement. Et alors je vais parler moi plus particulièrement dans mon secteur, les travaux publics. Clairement, on a quasiment doublé nos effectifs en 3 ans. Et on en avait besoin. On en avait besoin parce que particulièrement dans l'ex-Haute-Normandie, on avait un vrai déficit en formation à nos métiers, les travaux publics. En tout cas pour les niveaux jusqu'au bac pro. Et donc on est ravis, on est très content de cette action qu'a eu la région de revaloriser la forme, l'apprentissage. Donc aujourd'hui on a des candidats et puis on a des entreprises ça qui recherchent. Et donc on arrive à matcher les gens, on a des forts taux d'insertion à la fin. On a toujours eu dans notre secteur, on a toujours eu des bons taux d'insertion, mais voilà, on avait un vrai retard et le fait que la région ait vraiment été active nous a beaucoup apporté. Et malgré la réforme, je dois ajouter que la possibilité encore qu'a la région d'être présente dans les investissements est importante pour des structures comme la nôtre qui, nous avons besoin pour fonctionner. Forcément, on forme des conducteurs d'engins, nous avons besoin de matériel lourd et donc d'investissements forts. Et l'appui et le soutien de la région nous est encore vraiment bénéfique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, voilà, c'est vraiment un soutien fort, un accès aussi au service de la région qui s'améliore, des discussions, une confiance qui s'établit. Et puis cette nécessité aussi, je trouve, alors dans le cadre de la réforme, de pouvoir réguler les ouvertures de CFA, la concurrence qui forcément est aujourd'hui complètement possible, de permettre en tout cas un meilleur équilibre dans les territoires et de conserver cet équilibre. Et puis je voudrais peut-être dire 2 mots du projet de la région qui est en cours, qui n'est pas encore signé, mais du campus sur Alençon. Qui sera pour nos apprentis sur Alençon, qui est vraiment une vraie perspective d'avenir. Ça va nous permettre déjà d'augmenter notre capacité d'accueil d'interne. Et comme notre site principal est sur Alençon est un petit peu retiré de la Normandie, ça nous permettra d'accueillir des jeunes dans un environnement et une mixité qui n'existait pas aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de pouvoir côtoyer d'autres jeunes qui font d'autres formations, c'est forcément très enrichissant pour eux. Merci beaucoup Julie. Je me tourne donc vers Jean-Paul. En me tournant, juste vous préciser quelques chiffres. On parlait justement des centres de formation des apprentis. Il y en a presque d'une 60aine sur l'ensemble du territoire normand. D'autres établissements de ce type sont en train d'éclore sur le territoire régional, comme il vient d'être dit. Il y a plus d'une 50aine de formations, ce qui permet justement, comme vient de le dire Julie, d'avoir une pluralité de parcours, une pluralité de profils, et ce qui me permet donc de me tourner vers Jean-Paul. Jean-Paul, donc, vous êtes également membre du Césaire, vous êtes également membre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP. Par votre expérience, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous ressentez également cette vraie émulation en faveur de la formation et de l'apprentissage ? Alors, donc pour dire d'abord, en tant que président de Transition pour Normandie, je suis aussi employeur.
Et donc, j'ai aussi une apprentie que nous avons recrutée depuis 1 an et nous allons bientôt recruter une parce que ça nous paraît important aussi, en tant que partenaires sociaux, de faire un effort aussi en tant qu'employeur, je pense, pour permettre à des jeunes d'accéder à des formations de type apprentissage. Et donc, on a tous à y participer dans un contexte qui n'est pas forcément évident pour accueillir, mais je pense qu'on a tous à y faire un effort important. Donc, en tant que président de Transition Pro, notre mission, elle est surtout sur le financement de la formation des salariés. Mais il n'empêche que, étant une association paritaire avec des partenaires sociaux, nous avons forcément un regard sur tout le champ en fait, de la formation, et en particulier de la formation professionnelle. Et donc, on peut considérer que les apprentis sont déjà un pied, en fait, et donc, c'est une étape entre la formation initiale et puis la formation professionnelle. Je ne redirai pas ce qui a été dit, mais ce que disait entre autres Olivier aussi, tout ce qu'on peut constater en termes d'accès à l'emploi, de toute façon, qui n'est pas à redémontrer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Par rapport effectivement au mandat qu'on peut avoir, ce qu'on voit, c'est que ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'apprentissage, je pense qu'on va pas trop en faire un sujet ce soir, mais effectivement, il y a eu la réforme. Alors la réforme, elle a fait à la fois sur l'apprentissage, mais aussi sur la formation professionnelle. Et donc, il y a plein de sujets, donc il y a des choses qui ont changé. C'est vrai pour la région, c'était vrai pour d'autres sujets, mais nous aussi, au niveau partenaires sociaux, il y a des choses où on a eu, il y a eu des changements. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu important en région. On a évoqué le CREFOP, hein, donc on est 3 à y participer, hein, donc ça soit Olivier ou moi, au titre de nos organisations, en tant que syndicaliste, lui en tant qu'organisation d'employeurs, et puis David est un des coprésidents en fait, du CREFOP, hein, au titre de la région. Et donc c'est vrai que nous avons un certain nombre d'échanges. Donc bien sûr, les sujets d'emploi, de formation, d'orientation professionnelle. Et l'apprentissage est effectivement un sujet qui est très présent en fait dans nos échanges. Et c'est important qu'on ait ces échanges. Par contre, je pense que on a encore du progrès à faire. En particulier, je pense autour de tout ce qui est de la carte des formations et de ces sujets-là, où on doit avoir plus probablement d'échanges aussi sur quelles sont les formations pertinentes. Alors, sachant que c'est effectivement un peu compliqué, maintenant, il y a les branches et donc les OPCO qui financent, et donc il y a d'autres acteurs aussi que ce qu'il pouvait y avoir au départ, quoi. Mais c'est un vrai enjeu, de toute façon, pour le territoire normand, et je pense qu'il y a des instances, de toute façon, comme le CREFOP, et là, en plus, tout de suite, on est aussi en plein dans l'évaluation de mi-parcours, mais qui est un peu plus du CPR-DFOP. On a beaucoup de gros mots hein, dans la formation professionnelle. Contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle, où effectivement, on est bien sur ces sujets et on voit que tous les sujets d'apprentissage, d'alternance sont importants. D'ailleurs, on a aussi la Cour des comptes tout de suite qui est en train de nous interroger et de faire une évaluation de ce que ça produit, quoi. Donc, un enjeu important pour la région, effectivement, et tous les partenaires ont leur place dedans. Merci Jean-Paul. Avant de redonner la parole à David, Julie Barenton, justement, il y a quelques instants, parlait déjà d'une réforme. Vous parlez d'une réforme. Concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, en quelques mots, qu'est-ce que cette réforme? Et je me tourne également vers Julie, David et Olivier. Alors, peut-être, je vais dire un mot sur cette réforme, mais comme chacun l'imagine, ce ne sera pas pour en dire du bien. C'est une réforme, déjà, pourquoi j'en dirais pas de bien? Parce que d'une part, ça fonctionnait bien. Dans la plupart des régions, on avait une dynamique positive. Elle est particulièrement vraie, je l'ai dit tout à l'heure, en Normandie. Donc, je trouve toujours regrettable de casser ce qui fonctionne. Pourquoi je trouve cette réforme très regrettable? Parce que c'est une réforme qui privatise l'apprentissage dans notre pays, qui fait de l'apprentissage, finalement, une voie de formation comme une autre, où les entreprises peuvent choisir les formations. Avant, c'était la région qui décidait des formations de moyen terme, de long terme. Désormais, ce sont les entreprises par leur branche qui le choisissent. Pourquoi je trouve ça très regrettable? Parce que, en définitive, c'est la loi de l'offre et la demande. Si demain, on considère qu'une formation doit être fermée, elle sera fermée s'il y a des intérêts économiques qui le justifient. Si je vais vous donner un exemple très précis. En 2008, il y a la crise du bâtiment. Qui peut imaginer une seconde que si la réforme s'était appliquée en 2008, il y aurait eu des investissements dans les CFA du bâtiment? C'est une évidence, tout le monde le dit d'ailleurs. La région, elle, a continué à l'époque à investir dans ces CFA, même si les CFA se vidaient. Donc voilà, on l'a combattu parce qu'on trouve qu'on gère quand même mieux les politiques sur les territoires que de les gérer de façon dérégulée. Je regrette parce qu'elle complexifie fortement le système plutôt que de le simplifier. Jusqu'ici, un CFA avait un seul interlocuteur, la région. Désormais, il a une multitude d'interlocuteurs, c'est toujours plus complexe. Les apprentis ne sont pas traités tous de la même manière, alors qu'avant, ils avaient le régime de la région. Et puis surtout,
on oublie, parce que le gouvernement dit qu'il y a des chiffres de l'apprentissage qui progressent. Oui, mais enfin, il y a un effondrement des contrats de professionnalisation dans notre pays de moins 50%, il faut quand même le dire. Donc tout ça est finalement très regrettable. Je voudrais faire un commentaire quand même. Je trouve que les uns et les autres, on partage la même vision au-delà de la réforme. Et ça fait du bien de se dire qu'il y a un consensus sur ce sujet de l'apprentissage pour dire que c'est une voie d'excellence. Mais je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Et je voudrais le dire parce que j'ai en tête des souvenirs de comparaison avec d'autres cultures, c'est-à-dire d'autres pays, puisque quand on a préparé la réforme du Grenelle de l'apprentissage, on était allé en Allemagne, on avait vu également ce qui se passait en Suisse. J'ai un souvenir concret en Allemagne quand j'avais interrogé un jeune qui était dans l'apprentissage, la voie de l'apprentissage, pourquoi tu veux être apprenti ? Ce jeune me répond, parce que finalement, je veux être ingénieur plus tard et si je ne sais pas concrètement comment ça fonctionne, c'est la honte. Ce serait la honte. Alors que je dois savoir comment ça fonctionne sur le terrain. Et quand je reviens en France, à Val-de-Reuil, en l'occurrence au CFA de Val-de-Reuil, je vois une jeune fille un peu plus âgée que les autres, 25-26 ans, donc, alors que les apprentis avaient plutôt dans sa promo 17-18. Et je lui dis, mais pourquoi tu es apprenti ? Il me dit, parce que moi j'avais de très bonnes notes à l'école, j'avais 15-16 de moyenne, et mes parents et les profs m'ont dit, c'est pas possible que tu deviennes apprenti. Donc du coup, j'ai fait des études de lettres, j'ai perdu 3 ou 4 ans à la fac, ça m'intéressait pas, et on m'a forcé à faire ça. Et là, vous voyez, il y a un choc de modèle. Deuxième exemple très rapide en Suisse. En Suisse, j'étais très frappé. En France, on a tendance à mesurer le taux de réussite et d'épanouissement d'une jeunesse au taux de réussite au baccalauréat. On se dit, s'il y en a 80% qui l'ont, c'est qu'ils sont heureux. Résultat, dans certaines zones de la région, on a plus de 25% de chômage chez les jeunes. Mais en Suisse, il y a plus de 60% d'apprentis. Le taux de chômage chez les jeunes, il est de 5%. Pour moi, ça, c'est un modèle dont on doit s'en inspirer. Évidemment qu'on a progressé, mais je voulais quand même dire qu'on a un peu de chemin à faire sur le changement de culture. L'exemple que cite Julia à Alençon doit y contribuer. Un campus et la région, dans ses investissements, continuera d'investir dans cette logique de rapprochement, qu'on fasse sauter les cloisons entre la formation initiale, la formation par la voie de l'apprentissage, que des jeunes du bâtiment, des travaux publics, des jeunes qui font de l'apprentissage dans les métiers de bouche puissent se rencontrer. C'est ça aussi l'avenir, c'est de faire en sorte qu'on ait une logique vraiment de campus, comme ça se fait par exemple aux Pays-Bas, et ça fonctionne vraiment très bien. On l'a visité avec Olivier d'ailleurs, ce modèle du Lear Park aux Pays-Bas. Merci David. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, ces décalages, ces différences de mentalité entre pays, et notamment sur le fait qu'en France, peut-être que ce soit encore difficile pour certains parents de mettre ses enfants dans des parcours professionnalisants parce qu'il y aurait peut-être une certaine mauvaise image persistante en France. Vous parliez tout à l'heure que notamment dans le cadre du contrat plan régional de développement de l'orientation des formations professionnelles 2017-2022, vous vouliez inciter les jeunes à aller vers la formation et l'apprentissage. Ma première question pour vous, concrètement, pour un jeune aujourd'hui qui nous regarde, comment la région, elle fait pour répondre à cet objectif ? Pour inciter les jeunes à choisir la voie de l'apprentissage, en tout cas d'ailleurs, je vais même tempérer, c'est pour faire en sorte que la voie de l'apprentissage soit pas le parcours du combattant. Parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour aller en apprentissage. Il faut simplement faire en sorte de donner le moyen aux jeunes de choisir la voie professionnelle qui convient, quels que soient les résultats qu'il peut avoir par ailleurs. Parce qu'il y a certains jeunes, y compris d'ailleurs au niveau supérieur, quand on les interroge, qui ne sont pas faits tout de suite pour aller en apprentissage. L'apprentissage, il y a une forme de maturité aussi qui se développe très vite. C'est une école de savoir-être, c'est une école de vie. Souvent, et Jean-Paul et Olivier le disaient, un employeur, ce qu'il regarde aujourd'hui, avant la compétence, c'est le savoir-être. Et c'est vrai que ça apporte un plus, mais pour autant, tous les jeunes ne sont pas faits pour y aller. Ce que fait la région, c'est d'avoir une politique d'orientation qui permette en effet de connaître les métiers, de connaître la voie de formation pour aller vers ces métiers. À l'époque, quand on avait la compétence, on a aussi multiplié par 2 les aides pour les apprentis, pour faire en sorte que ce soit plus simple aussi pour eux de suivre ces formations. Bref, faire en sorte qu'un jeune, lorsqu'il est en 3e, en seconde, en première, puisse multiplier les stages, multiplier les occasions de rencontre avec les entreprises, avec les professionnels, parce que on aura probablement l'occasion d'y revenir, mais pour nous, une orientation qui fonctionne, c'est d'abord une orientation concrète dans l'immersion, dans la découverte d'un métier, dans le témoignage, et pas simplement dans la brochure qu'on reçoit ou sur le site internet, parce que un jeune, un demandeur d'emploi qui cherche sa voie professionnelle, il a quand même d'abord besoin de parler, d'avoir du concret, et c'est aussi comme ça qu'on peut inciter les jeunes à choisir cette voie de formation.
Merci David. On va changer de focale maintenant sur les points de vue. On a eu tous les dispositifs qui ont été mis en place par la collectivité régionale. Maintenant, concernant les entreprises, qu'est-ce qui se met en place? Quelles sont les actions, les stratégies adoptées par les secteurs professionnels, les secteurs économiques pour inciter justement les jeunes, et qui plus est jeunes normandes et normands aujourd'hui, à privilégier la formation et l'apprentissage? Olivier, donc, en tant que chef d'entreprise et également chef de file formation-apprentissage au MEDEF, vous êtes donc confronté à des discours avec vos collègues sur peut-être des constats, peut-être des idées concrètement. Que font les entreprises? Quels sont du moins les principaux axes? Au niveau des entreprises, la question, je vais reprendre un petit peu ce que disait David, au niveau des entreprises, la question c'est comment on peut développer les compétences, comment une entreprise qui a besoin de se développer, et tout chef d'entreprise étant toujours en recherche permanente de son développement, et donc la question c'est comment il peut trouver les compétences. Et donc la question c'est finalement comment le chef d'entreprise il réussit à la fois à faire savoir qu'il a ses besoins, comment il réussit à mettre en valeur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qui sont développés au sein de son entreprise, et que ça permet, de mettre en confiance et aussi de rassurer l'écosystème autour du jeune. Ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent, c'est moins, la question du jeune dans son orientation que peut-être parfois ses parents qui vont avoir peur, son entourage, scolaire qui va, comme David le citait, qui va peut-être l'inciter à aller dans d'autres voies. Et une fois encore, tout le monde n'est pas fait pour aller dans l'apprentissage. Un élément qui est important, c'est la capacité à changer rapidement. Parce que quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, eh bien, savoir ce qu'on veut, c'est pas évident. Et il faut effectivement pouvoir multiplier les expériences, multiplier les rencontres. David citait le fait qu'on avait eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller voir en Hollande comment ça se passait. Un des points qui m'avait marqué, c'était vraiment la capacité, en quelques jours, qu'avaient les jeunes de changer d'orientation en restant au sein du même campus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est éminemment important. Excusez-moi de parler de mon cas personnel, mais finalement, moi, j'ai trouvé ma voie professionnelle à 29 ans. Parce que j'ai eu l'occasion de multiplier les types d'expériences et à un moment donné de me dire c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et je crois que on est tous, chacun à son rythme, et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir à un moment donné multiplier les expériences et d'aller dans le concret. Quand je parle d'expérience, c'est bien évidemment, il y a des connaissances à acquérir, mais c'est surtout finalement ce qui va être attendu, c'est quelle expérience et comment elle est mise en œuvre, donc au travers du savoir-être. Et donc l'encouragement que nous avons auprès des entreprises, c'est à la fois de les encourager à prendre des apprentis, c'est de les encourager à travailler sur ce qu'on va appeler souvent la marque employeur, mais c'est développer le faire savoir et rassurer sur la capacité qu'ont les entreprises à accueillir et à développer. Et donc c'est tout un tas d'actions que nous menons. Alors on les mène pas seuls, parce que un élément qui est important, c'est que quel que soit le fonctionnement, et David, tu parlais de la déception que tu avais en tant que vice-président de la région de la réforme de la formation professionnelle. Ce qui est important, c'est de garder le dialogue, parce que aucun d'entre nous n'avons la réponse, complète à l'ensemble des éléments. Et un élément qui est important en Normandie, c'est que par-delà les hauts et les bas, on a gardé le dialogue, et je pense qu'effectivement, notamment au sein du CREFOP, entre partenaires sociaux, avec la région, avec l'État, c'est cette qualité de dialogue, c'est ce dialogue qui permet justement d'être au service des jeunes. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Absolument, et peut-être juste pour confirmer et amplifier ce que dit Olivier, c'est qu'il y a eu des moments difficiles au niveau national, où il y a eu des tensions, et je trouve qu'en Normandie, on a vraiment su conserver un climat de confiance, de dialogue serein, parce qu'on partage le même objectif sur l'apprentissage. Et même si on peut avoir des divergences, je trouve que le fil n'a jamais été dénoué complètement, même s'il y a eu des moments difficiles. Et au bout du compte, si aujourd'hui on arrive à signer encore avec les entreprises, s'il y a une bonne dynamique dans les CFA, c'est parce qu'il y a ce climat de confiance et de dialogue qui s'est institué depuis plusieurs années avec les partenaires sociaux.
Merci beaucoup Olivier et David. Je me tourne donc vers Julie Barenton. Donc vous parliez tout à l'heure du campus à Alençon qui est en train d'éclore et qui est même très bien avancé même. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur les différents sujets, concernant la position des jeunes, la vision des jeunes sur la formation et l'apprentissage. Concrètement, est-ce qu'il y a également un désir de s'insérer dans ce type de parcours ou il y a encore une méfiance ou c'est encore un parcours qui est méconnu? Alors, moi, je vais parler de travaux publics, concernant nos métiers travaux publics, qui sont encore assez mal connus, en fait. En tout cas, ils souffrent un peu de ça, avec une image pas forcément incroyable. Et pourtant, c'est dommage parce que ce sont des métiers... alors, il faut effectivement aimer être dehors, être capable de supporter le climat normand, mais pas que. Mais par contre, ce sont des métiers dans lesquels on peut évoluer tout au long de la vie aussi, à travers des formations, mais des métiers qui sont où il n'y a pas on va dire pas le train-train quotidien, il y a plein de choses à faire, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, effectivement, en Normandie, qui sont assez méconnus. Alors parce que aussi, on est quand même il y a 20 000 salariés en Normandie, mais donc ça commence à représenter des personnels, mais aussi c'est peut-être notre branche qui n'a pas assez travaillé sur la promotion de nos métiers. Et aujourd'hui, la région nous accompagne aussi en ce sens pour faire connaître nos métiers, valoriser. Donc en fait, c'est aussi, vous parliez de confiance, mais c'est un travail à faire entre une approche territoriale des besoins, une approche aussi plus structurelle avec les branches, et puis cette confiance, cet échange qu'il faut avoir entre nous, entre la région, entre les organismes paritaires et les branches pour rapprocher tous les besoins. Et puis les jeunes continuer cette valorisation de l'apprentissage, je pense. Enfin, ça montre, ça commence à porter ses fruits. Et puis là, si on continue comme ça, oui, on va y arriver, je pense. Merci beaucoup Julie. Pour terminer donc sur cette première partie, je me tourne donc vers Jean-Paul Choulan. Jean-Paul Choulan, par votre fonction, si puis-je dire, à Transition Pro et également au Césaire, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le fait concrètement qu'il y a un vrai terreau qui est mis en place pour véritablement valoriser la formation et l'apprentissage, est-ce que vous, par votre expérience notamment à Transition Pro, vous voyez déjà les premiers indicateurs verts, peut-être, si puis-je dire, on espère, on va attendre votre réponse sur ce secteur? Alors, d'abord, je voudrais, par rapport à l'actualité, et Julie parlait effectivement des jeunes tout de suite, une expérience qui est très récente. Enfin, là, on travaille aussi au CREFOP sur le plan jeune, tout de suite, qui a été mis en place. Et donc, moi, j'ai proposé qu'on puisse aller à l'écoute des jeunes, justement, pour savoir quelle vision ils avaient de ce plan jeune, et puis et comment ils se voyaient à s'impliquer dedans. Donc le CREFOP a validé le fait que je puisse animer en fait un groupe de travail où il y a à la fois des représentants d'associations étudiantes, de jeunes du monde rural, de représentants du Conseil régional des jeunes aussi qui ont participé, et puis aussi l'Agence de l'orientation, les missions locales, Pôle emploi, la Directe. Et ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes, il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement fait dans leur démarche. On est beaucoup dans de l'information collective et souvent les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans une construction personnelle de leur projet de toute façon. Olivier disait, lui, c'est arrivé à 29 ans, mais des fois... Et donc, il y a un vrai sujet, je pense, et qui sera travaillé, c'est comment permettre des jeunes... Alors, c'est peut-être aussi dans le sujet de l'agence de l'orientation et des métiers, mais il y a un vrai sujet sur l'accompagnement et la connaissance aussi des dispositifs pour les jeunes, quoi. Après, David disait tout à l'heure, il y a effectivement apprentissage, il y a les contrats pro. On voit bien qu'il y a un transfert un peu, il y a dans les... mais on voit de plus en plus, et nous, on est à la fois aussi au niveau de transition pro sur des gens qui sont presque dans les phases d'apprentissage avec les organismes de formation qui font aussi des périodes en alternance, des choses comme ça, quoi. Et on voit que... En fait, entre l'apprentissage et quand on est sur de la formation professionnelle avec des gens qui sont sur une reconversion en fait sur leur projet de transition professionnelle, globalement, on est un peu dans les mêmes démarches avec à la fois des stages, des parties en entreprise et on voit bien ce que ça produit. Sauf que quand on est sur les salariés, on est sur des gens qui sont volontaires et qui sont vraiment acteurs de leur reconversion. Là, ce qu'il faut vraiment, effectivement, c'est arriver à accompagner les jeunes pour leur faire les orienter, les aider à choisir en fait leur projet, pas de reconversion, mais vraiment d'orientation. Et je pense qu'il y a un vrai sujet.
Là, effectivement, et puis il y a, je pense, il y a des jeunes donc d'un haut niveau de qualification. Moi, j'ai mon dernier fils en école d'ingénieur qui a fait sa dernière année en contrat pro, lui, à l'époque. Mais il y a un vrai sujet, de toute façon, quand même, dans l'accompagnement sur des jeunes qui sont des milieux les plus défavorisés, les moins qualifiés, quand même, comment on permet aussi... mais effectivement, avec un apprentissage, on voit bien qu'il évolue et qui couvre toute la palette, en fait, des niveaux de formation. Voilà, merci beaucoup Jean-Paul pour cette première partie donc sur l'apprentissage. Nous allons donc entamer notre seconde partie sur la formation des demandeurs d'emploi et la captation, si puis-je dire, des apprentis dans les bassins d'emploi. Premièrement, donc, avant de me tourner vers David, juste vous remercier pour vos commentaires. Vous êtes nombreux, notamment, alors beaucoup de commentaires, de constats, mais très peu de questions. Alors n'hésitez pas si vous en avez. Nous avons notamment Catherine Meunier qui nous dit bonsoir à tous. Aline, Louis, bonsoir à tous et également. Rodolphe Thomas, l'apprentissage et la formation sont essentiels pour l'égalité des chances dans notre région. C'est vrai que c'est un vrai sujet, David, en la matière. Remercie également Sandre, bravo, Julie Barenton. Vous avez beaucoup de succès, Julie, dans les commentaires. Paul Kegan, bravo, Julie. Biriac Manjas, bravo, Julie. Vous êtes visiblement... le message est bien passé, en tout cas de votre présence ce soir. Donc, pour entamer notre deuxième partie sur la formation des demandeurs d'emploi, je me tourne donc vers David Marguerite, comme convenu. Là aussi, la région a mis en place de très nombreux projets qui commencent à porter ses fruits, notamment sur le nombre de formés. Absolument. Alors, sur la formation des demandeurs d'emploi, je vais vous dire la première chose qu'on avait fait à l'époque, on en avait discuté avec Jean-Paul et Olivier déjà à l'époque, c'était de se dire, pour ouvrir des formations, le critère quand même premier, ça paraît du bon sens de le dire, mais il faut le rappeler, c'est l'insertion professionnelle. On avait, alors je le fais simple parce que c'est un peu technique, le monde de la formation, on parlait tout à l'heure du CPRDFOP, qui est un schéma qui guide les politiques de formation dans la région et qui est partagé. Moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait le critère pour ouvrir les formations qui était le critère numéro 1, qui était l'élévation du niveau. C'est très bien. Mais sauf que ce critère, dans la pratique, je vous donne un exemple, il conduisait, par exemple, dans mon territoire du Cotentin, à Cherbourg en particulier, à refuser d'ouvrir une formation de peintre en carrosserie automobile sous prétexte qu'il n'y avait pas derrière une formation immédiatement supérieure. Et en faisant ça, finalement, du coup, on n'ouvrait pas une formation dont on était sûr qu'elle aboutissait à l'insertion professionnelle pour autant. Donc on a changé les choses et on a dit le critère numéro 1, c'est quand même d'abord l'insertion professionnelle. Et à partir de cela, se décline une politique qui a d'abord consisté à dire on va animer les politiques de formation sur nos territoires. On ne conduit pas une politique de formation de la même manière à Dieppe, à Cherbourg, à Caen ou à Rouen. C'est pas la même façon d'appréhender les choses. On a donc 13 bassins d'animation territoriale dans la région, avec à chaque fois un agent de la région qui est chargé d'être un peu notre aiguillon, qui est chargé de prendre le pouls des entreprises pour connaître leurs besoins en matière de formation et de traduire ce besoin par une ouverture de formation qui va insérer professionnellement. On a toute une palette, je fais simple, mais en gros, on a de la formation collective lorsque le besoin est nombreux et important. La formation individuelle qu'on développe de plus en plus ces derniers temps, qui s'appelle une formation, un emploi, le Forem, c'est en gros, je suis chef d'entreprise, j'ai un besoin, la région paye la formation, je forme dans l'entreprise le demandeur d'emploi, et l'entreprise s'engage derrière à recruter au moins 6 mois la personne. Ce qui fait qu'il y a un intérêt à rentrer en formation, parce qu'il faut quand même avoir en tête que notamment dans nos bassins d'emploi où le taux de chômage est faible, c'est compliqué d'aller chercher des demandeurs d'emploi pour des formations qui font plusieurs centaines d'heures. Il faut se le dire que parfois c'est 7, 8, 900 heures, ce qui est un investissement lourd. Si derrière vous n'avez pas une garantie d'emploi, c'est parfois compliqué de convaincre. Donc ce dispositif, une formation à un emploi, nous a permis de convaincre un grand nombre de demandeurs d'emploi de choisir des formations et aux entreprises de trouver les besoins personnels dont elles ont besoin. Parce que finalement, le grand paradoxe de la formation et de l'emploi dans notre pays, c'est que vous avez des besoins des entreprises qui sont très importants, qui ne sont pas pourvus, et pour autant, dans certains bassins d'emploi, des taux de chômage. L'exemple peut-être le plus édifiant de cela, je cite encore mon territoire, je suis désolé, mais c'est le Cotentin, magnifique territoire normand, où vous avez un besoin important en matière de métallurgie, chez les soudeurs en particulier. Il y a 2 ou 3 ans, ce besoin qui est très classique, c'est très classique ce que je dis, pour autant il y avait un taux de chômage chez les soudeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un décalage entre l'offre de formation et le besoin des entreprises. Donc on a mis les entreprises autour de la table, on a dit de quoi vous avez besoin exactement, quel est le cahier des charges, on l'écrit ensemble, on commande ensemble,
et derrière, vous aurez une formation adaptée à vos besoins. Et ben, 3 ans après, ça va se donner lieu à un institut d'envergure nationale, le pôle d'excellence soudage, dans notre territoire. Voilà, donc il y a des réponses concrètes pour peu qu'on mette les entreprises autour de la table, qu'on fasse correspondre avec le besoin des demandeurs d'emploi et qu'on fasse en sorte aussi de lever les freins à la formation. Ce sont des discussions qu'on a souvent les uns avec les autres, c'est quels sont finalement les freins à la formation? Qu'est-ce qui fait qu'un demandeur d'emploi accepte d'aller en formation ou n'accepte pas? On a cité le frein, que c'est un investissement qui peut être lourd, qu'on peut préférer une mission d'intérim, un emploi, un CDD, parfois qu'une formation qui va pourtant ouvrir un champ des possibles plus important. Il y a les freins financiers. Incontestablement. On a décidé, notamment parce qu'on a eu les moyens avec un plan de l'État, le plan investissement compétences, de le faire, on a décidé d'augmenter de façon considérable les indemnités des personnes formées et des indemnités de mobilité. C'était très faible et on a décidé d'augmenter jusqu'à 200 € quand il y avait plus de 50 km. On a fait minimum 652 € l'indemnité alors qu'avant on commençait à 300. Donc on a décidé de jouer sur ce levier. On a évidemment communiqué de façon très importante sur nos formations et on a créé, je le disais, cette logique d'animation territoriale qui est pour moi très importante parce que quand vous avez un animateur de la région qui va voir les entreprises et qui finalement crée une relation de proximité avec tous les acteurs, parce qu'il y a les partenaires sociaux qui sont dans les comités emploi formation, dans ce qu'on appelle les CATEF, c'est un peu technique, c'est encore un mot barbare, mais en gros on met autour de la table la région, l'État et puis les partenaires sociaux pour décider quelle est la bonne marche à suivre. Alors il y a encore là aussi du chemin à faire. Il faudra lever probablement d'autres freins, je pense au logement en particulier, ça fait partie de notre projet, c'est de dire comment on fait en sorte que dans certains de nos bassins d'emploi qui sont comme le mien à 6% de taux de chômage et d'autres comme le tien aussi, Julie, à 6% au plein emploi, c'est-à-dire quasiment au plein emploi, et d'autres qui sont plutôt à 10-12, comment je fais pour faire en sorte qu'il y ait un peu de mobilité en Normandie? J'ai cité les frais de mobilité, mais il y a également l'accès au logement. Il y a des solutions qui doivent exister. Et puis peut-être, moi c'est une idée que j'ai, donner un coup de pouce financier supplémentaire pour un demandeur d'emploi qui accepterait de suivre une formation dans un métier dit en tension. C'est-à-dire un métier où on a du mal à recruter, c'est à peu près tous les métiers d'ailleurs, mais il y a des métiers qui sont quand même particulièrement en tension, et pour lesquels ça pose un problème sociétal. Je pense à l'aide à la personne. Typiquement, l'aide à la personne, on est face à un mur. Je le dis, c'est très compliqué. Les besoins sont de plus de 20 000 emplois dans l'aide à la personne dans les prochaines années. On a déjà beaucoup de mal à recruter dans ces secteurs. Là, clairement, il va falloir qu'on trouve des solutions incitatives pour suivre ces formations d'aide à la personne et qu'on se mette autour de la table pour bassin d'emploi par bassin d'emploi, essayer de répondre davantage aux besoins. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que sur la formation politique, je crois, qui doit être concrète. On ne peut pas être dans la théorie quand on parle de formation. On doit vraiment être dans le concret et c'est ce qu'on a fait à l'échelle de nos bassins d'emploi. Merci David. Je me tourne vers Olivier. David vient d'évoquer le terme animation territoriale et également donc d'animer les bassins d'emploi. Il y a des bassins d'emploi, comme également vient de le dire David, qui sont qui trouvent moins dans certains secteurs de débouchés, de personnel pour intégrer une entreprise. Il y a également une autre dimension à prendre en compte, c'est également sur toujours l'optique territoriale, les particularismes des territoires. Il y a des territoires urbains avec davantage d'entreprises, davantage de possibilités professionnelles, mais il y a également des territoires plus ruraux avec moins d'entreprises. Mais là aussi, il y a également un vrai enjeu, c'est justement de former des personnes pour qu'elles puissent travailler dans ces entreprises. Par votre expérience, quelles sont les stratégies mises en place ? Le premier point que j'aurais envie de dire, c'est effectivement, nous avons des territoires qui ont, je dirais, chacun leur particularité. Et il faut à la fois les respecter et regarder finalement comment on est capable de s'adapter et de développer chacun des territoires, chacun quelque part dans sa spécificité. Je vais repartir de l'exemple que citait David, parce que ça me semble être un exemple aussi tout à fait intéressant. La priorité quand on parle de formation des demandeurs d'emploi, c'est effectivement que ça réponde à un besoin. C'est quand même, ça part de là et ça part du besoin des entreprises. Alors, sur un territoire donné. La question, effectivement, de la territorialité, c'est un élément qui est extrêmement important. À la fois, je ne reprends pas ce que citait David, mais il y a des freins à la mobilité. Je dirais, ils sont réels, il faut les regarder, même si on peut réfléchir à l'incitation à la mobilité. Et puis, il faut aussi parfois que la formation vienne je dirais, là où sont les gens. Et c'est vrai aussi que,
Malheureusement, la crise que nous avons vécue et que nous vivons encore, ça a été aussi un accélérateur en termes de pratique, mais il y avait déjà des réflexions, des mises en œuvre pour que la formation puisse aller aussi là où sont les demandeurs d'emploi, ce qui peut permettre de faciliter. Et alors, tous les emplois ne peuvent pas être faits, je dirais, à distance, c'est une réalité. Malgré tout, il y en a aussi un certain nombre. Et je dirais, entre les questions de localisation d'entreprises et la réflexion et l'accompagnement, je dirais, des personnes qui peuvent travailler au moins en partie à distance, c'est aussi une manière de continuer et d'encourager l'irrigation des territoires. Et puis, sur ce sujet-là, il y a un autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est... un petit peu, je dirais, dans ce qu'on citait auparavant, on a parfois tendance, y compris, je dirais, pour les demandeurs d'emploi, à rester un petit peu sur les schémas acquis. J'ai eu une formation dans tel domaine et je vais continuer à chercher dedans. Et objectivement, parfois, quand je dirais, les employeurs peuvent aussi avoir cette tendance-là. Il faut aussi le reconnaître. Ce qui est important, c'est bien de travailler sur quels sont les besoins. Je vous citais un exemple. Il m'est arrivé, je dirais, dans l'une des entreprises où j'ai eu l'honneur de travailler, un grand centre de fabrication de moteurs et de boîtes de vitesse, pas très loin d'Elbeuf, de travailler sur comment on peut augmenter le nombre de femmes dans cette industrie, alors que les formations qui formaient à nos métiers d'usineurs, de chaudronniers, il y a déjà quasiment pas de femmes. Eh bien, en fait, ça a été un travail de partenariat pour justement aller chercher des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, leur faire visiter l'usine, leur montrer les métiers, leur donner envie et préparer la formation qui permet d'aller à cet emploi. Et ça permet de faire des parcours transversaux, ça permet des reconversions et d'aller découvrir finalement des mondes qui sont extraordinaires et auxquels les gens n'auraient pas pensé avant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, je dirais, va devoir se développer de plus en plus parce que il faut regarder la réalité en face. Les métiers évoluent de plus en plus rapidement. Et donc, on aura ce travail d'adaptation, cette adaptation tout au long de la vie qui va continuer et qui risque de s'accélérer. Et donc, cette capacité, il va falloir qu'on soit en mesure de la développer sur nos territoires. Merci Olivier. Julie Barenton, nous venons d'entendre Olivier nous dire qu'il y avait la question de la mobilité, il y avait la question du besoin, et tout à l'heure Rodolphe Thomas nous disait en commentaire que la formation à l'apprentissage, c'était également un vrai gage d'égalité des chances. Sur votre domaine d'activité, les travaux publics, et par vos diverses fonctions dans différentes instances, comme par exemple le Césaire Normandie, et notamment au sein de votre structure sur les chantiers publics, comment vous parvenez à aller à la rencontre d'un jeune, notamment un jeune même d'ailleurs, en lui disant pour le faire venir, il dit c'est pas grave, il n'y a pas de centre de formation près de chez toi, il n'y a pas d'établissement forcément près de chez toi, mais sache que peut-être, c'est vous qui allez me répondre, je ne vais pas faire la réponse à votre place, mais peut-être que c'est effectivement valoriser ce parcours. Les jeunes qui viennent chez nous, généralement, en tout cas, les jeunes qui restent chez nous, ils ont un peu une idée des métiers quand même. Souvent, ils ont envie de conduire des engins, principalement au départ. La première des choses qui les attire, c'est ça. Là où c'est plus difficile pour nous, c'est de leur expliquer que on a besoin aussi de jeunes pour faire d'autres types de métiers. Donc on essaie de leur montrer toutes les possibilités, puis aussi l'intérêt de pouvoir faire différents métiers pour pouvoir évoluer après dans la profession également. Et puis, alors nous, l'inconvénient qu'on avait dans les travaux publics en Normandie, c'est donc un seul centre de formation basé à Alençon, en tout cas pour les niveaux CAP et Bac Pro. Et donc, il nous faut la possibilité, parce que ce sont des jeunes, la plupart du temps, des très jeunes même, qui sortent du collège, la possibilité de pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions et de rassurer les parents. Donc ça, c'est important pour nous, et c'est important parce qu'à cet âge-là, de rassurer les familles aussi. Donc en fait, voilà, les gens qui viennent chez nous, ils y viennent même de loin, puisqu'il n'y a pas de possibilité de formation. Moi, tout à l'heure, Olivier disait qu'effectivement, on ne pouvait pas tout faire en dématérialisé ou tout faire à distance. Et effectivement, pour apprendre à conduire un engin, même si on a des engins qui nous permettent de le faire virtuellement au départ. On a d'ailleurs investi, grâce à l'aide de la région, dans des simulateurs de conduite. Voilà, ça reste des engins. Il faut venir sur place, il faut du terrain. Donc nous, on n'a pas les gens qui viennent chez nous,
ils sont motivés pour venir chez nous. Ça, c'est clair. Mais c'est plus dans le recrutement en amont où c'est plus compliqué. Mais alors justement, sur votre recrutement, on parlait d'animation territoriale, de captation. Au niveau des adultes, oui, là on fait un travail principalement avec la branche. On a constaté qu'il nous fallait aussi, alors pas que des jeunes, mais on avait besoin aussi de former un maximum, on n'a pas souhaité refaire la même erreur, on en discutait tout à l'heure, mais après la crise de 2018, nous, alors dans les travaux publics, elle est arrivée un peu plus tard, 2013, on a perdu beaucoup de salariés et à l'époque, on manquait de travail. Donc voilà, la perte se faisait et on n'a pas formé, on a très peu formé à cette époque. Et donc là, on n'a surtout pas envie de recommencer, même si la période est difficile encore pour les travaux publics. On n'a surtout pas envie de recommencer et retomber dans ce travers-là. Donc on souhaite continuer. Donc les démarches, alors nous, c'est au niveau de la branche où on a recruté des personnes qui, la branche, enfin de l'école en fait, mais qui travaillent pour la branche, qui font tout le terrain du territoire de Normandie pour les missions locales, pour trouver des jeunes et des moins jeunes qui ont l'envie de se tourner vers nos métiers. Très bien, merci beaucoup. Et donc, pour terminer avec vous, Julie, sur le sujet, tout à l'heure, David parlait d'animation territoriale, de captation au sein des bassins d'emploi. Comment, dans votre processus de recrutement, comme il n'y a qu'un seul centre de formation sur les travaux publics, vous allez voir, par exemple, un jeune Diepois ou un jeune Cherbourgeois en lui disant « Tu as envie de travailler dans les travaux publics, il y a un centre à Alençon, viens chez nous, on te forme. » Mais également, deuxièmement, je vais même aller un peu plus loin, comment peut-être vous tâchez d'inciter les jeunes que vous formez à travailler en Normandie ? Alors concrètement, les Diepois, ils auront plutôt tendance à aller plus au nord, je pense. Même si on a des entreprises du nord-est de la Normandie qui travaillent beaucoup avec notre centre de formation, puisque nous c'est l'école des travaux publics, mais on forme aussi des adultes. On a rentabilisé le site. Enfin, en tout cas, on forme tout, on mélange. On a travaillé sur la mixité aussi. Non, en fait, nous, on est du coup cette approche territoriale, on l'a pas tellement. On a plutôt un travail de branche en fait. Voilà. Et puis, on travaille également. Donc, le travail de branche qui fait qu'on arrive on recense les besoins des entreprises de tous les adhérents de la Fédération des travaux publics, et on construit même des formations en fait à la demande, puisque dans nos secteurs, il y a des petites et plus grosses entreprises. Donc, les plus grosses entreprises, elles peuvent ouvrir. Enfin, en tout cas, elles ont suffisamment de potentiel de personnel pour ouvrir des formations. Et après, on recherche. On a un travail où on recherche les besoins de chaque entreprise et puis on ouvre, où on crée des formations pour ces multiples employés d'entreprises différentes. Et sinon, donc pour la recherche de jeunes volontaires à se former à nos métiers, donc là c'est toujours pareil, mais c'est un travail vraiment qui est fait aussi avec la région, puisque nous on peut pas. Enfin voilà, c'est un travail qui est basé sur l'échange, la confiance, mais qui, je pense, la région a cette, je pense cette doit s'investir sur cette recherche de personnes à former aussi. Enfin, en tout cas, il faut toujours, c'est ce qu'on a dit et répété ce soir, je pense que le dialogue, l'échange, la confiance aussi entre les différents partenaires, c'est ce qui compte pour pouvoir répondre aux besoins et des Normands et des personnes qui veulent se former et des entreprises. Tout à fait, merci Julie. On voit que la mise en réseau est également très importante entre les différents acteurs et les collectivités. On a pu également commencer à aborder avec Julie que la formation n'était pas spécifique aux jeunes, mais aussi aux adultes apprenants. Je me tourne donc vers Jean-Paul Choulan. Dans le cadre de vos fonctions à Transition Pro, vous êtes donc confronté à différents parcours, différents profils. On avait remarqué d'ailleurs avec les jeunes Normands conquérants au CMN Normandie lors de notre visite en août dernier qu'il y avait aussi bien des jeunes que des moins jeunes qui entamaient un processus de reconversion professionnelle. Concrètement, c'est également un parcours, un processus qui est en train de se développer ? Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis un peu jaloux de la région en tant que président de Transition Pro, parce que la réforme de la formation professionnelle a fait que les budgets de ce qu'était le conjoint individuel de formation comme le projet de transition professionnelle a été divisé par 2, et c'est 20 millions d'euros à peu près par an. Si on prend le PIC plus, on a un dixième en fait de ce que la région, en gros à peu près en ordre de grandeur, sur le financement à la fois, donc nous sur les salariés en fait, et par rapport à ce que la région peut faire au niveau des demandeurs d'emploi. Après, les demandeurs d'emploi en même temps sont des futurs salariés, enfin j'espère pour la plupart d'entre eux quoi.
D'abord, dire peut-être quand même que sur les parcours, on a travaillé donc du coup dans le cadre quand même du plan d'investissement dans les compétences, enfin le pacte. Effectivement, au niveau de mon organisation syndicale, la CFDT, on avait vraiment dit avec la région, mais il faut, et David l'évoquait tout à l'heure, c'est pas le tout d'acheter des places de formation, c'est comment on permet en fait de lever les freins et d'amener des gens. Il y a déjà tout un parcours pour amener des gens à pouvoir être sur un parcours de formation. Du coup, il y a des choses qui sont en train de sortir tout de suite. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé des jeunes. On est plus été sur les seniors, en fait, où il y a des choses, où la CFDT, donc qui est la région, a animé un groupe pour voir justement comment on pouvait lever les freins. Et je pense que c'est important. Et de montrer aussi que partenaires sociaux, on peut amener aussi un éclairage. Et en même temps, ça montre qu'on a, David le disait tout à l'heure, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu aussi qu'on apprenne à se connaître. Et puis, probablement aussi que les acteurs de la région apprennent qu'avec les syndicalistes, on peut aussi bosser et puis faire des choses. Je pense que c'était pas gagné au départ. Alors peut-être que c'est pas vrai pour toutes les organisations syndicales. Enfin, moi, je constate quand même qu'avec la mienne, j'ai réussi à gagner la légitimité, qu'on puisse bosser ensemble. Donc, effectivement, m'aider de force de proposition aussi, nous, pour être peu dans la contestation. Et justement, je disais tout à l'heure sur les jeunes et là sur les seniors. Donc, on voit bien là, ce qui fait qu'on a été capable de travailler ensemble et d'emmener d'autres acteurs qui sont pas forcément les acteurs institutionnels. Et je pense que Julie disait tout à l'heure, travailler tous ensemble. C'est important aussi. On était capable d'amener probablement des gens avec qui la région travaillait pas forcément pour travailler sur ces sujets d'insertion et de parcours. Et donc, un vrai travail sur des seniors qui souvent sont des demandeurs d'emploi de longue durée, très longue durée. Et donc, c'est pas le tout de leur proposer des formations. Il faut qu'il y ait des perspectives, mais il faut aussi lever tous les freins. Et David le disait, mais il y a des problèmes de santé, de logement, de mobilité. Enfin, il y a toutes ces choses-là aussi qui sont importantes, quoi. La notion de territoire, elle est super importante, on le disait, sur les CATEF. Pareil, sur les CATEF, il a fallu qu'on gagne notre place un peu pour avoir notre place au niveau des organisations syndicales. Mais pas que du côté de la région. Il y a des sous-préfets qui disaient aussi, mais qu'est-ce que des syndicalistes vont venir faire avec nous? Les patrons ne vont plus vouloir venir parce qu'ils ne vont pas vouloir causer avec. Et ben, il a fallu qu'on se batte, mais je pense que du coup, ça marche. Et on montre bien aussi cet intérêt d'un ancrage territorial et de définir des besoins en emploi-formation sur un territoire, à la fois pour des gens qui sont en activité, mais aussi pour permettre à des demandeurs d'emploi justement d'aller sur ces sujets-là, quoi. Le territoire, il est divers aussi, c'était dit, mais je voudrais juste redire, j'ai été le rapporteur d'une étude du Césaire en fait sur l'anticipation des besoins en compétences dans les TPE. D'ailleurs, on a pu auditionner un certain nombre de personnes, dont la région, et David, on a eu l'occasion aussi de se voir comme ça et puis de faire une institution. Je pense qu'il y a encore des trucs à faire dans la mise en œuvre, mais on a vraiment constaté, on s'est baladé de Flers à Aumale en passant par Saint-Romain. On n'a pas réussi à aller sur Cherbourg, mais il y a eu un loupé, enfin, on a des rendez-vous avec des... Et puis la place des animateurs territoriaux qui nous ont aussi ouvert des portes par rapport à des entreprises pour qu'on puisse aller voir, quoi. Donc, un des vrais sujets, je pense, il est effectivement sur la définition des besoins. On voit bien que c'est de quels besoins on a. On évoquait, enfin, il y a besoin d'emploi partout, mais quand même, où est-ce qu'on en a besoin et quels sont les besoins, plus maintenant, au regard du contexte, avec des habitudes de consommation qui peuvent changer. Il y a et on voit bien qu'on a une vraie difficulté, on a des choses vraiment à travailler ensemble sur le sujet. Alors, quand on est sur des individus tout seuls, nous, sur Transition Pro, on voit bien que les gens, ils sont en capacité, quand ils sont vraiment sur leur projet à eux, de vraiment travailler, entre autres, avec le conseil en évolution professionnelle ou d'autres, et d'aller vraiment regarder, quand ils travaillent vraiment sur leur reconversion, ils font vraiment le boulot de se dire vers quel besoin il y a. Mais on voit qu'il y a un vrai sujet. On a commencé à travailler dessus, il y a encore beaucoup à faire. Bon, au niveau du CREFOP, on est aussi en train de mettre en place un peu une cellule technique là tout de suite entre la région Transition Pro, les services de l'État. Je pense que et puis avec le CARIFOREF, ah oui, pour parler, c'est encore un autre gros mot. Donc, Observatoire régional emploi formation. Mais voilà, ouais, juste. Mais donc on voit, il y a vraiment ces sujets-là. Un sujet qui est important aussi, on voit bien sur des gens peu qualifiés, c'est la remobilisation et puis la reprise de confiance. Et entre autres, il y a une certification interprofessionnelle qui est CLEA, qui est portée en fait par les partenaires sociaux au niveau national, donc par notre instance nationale. 80% de demandeurs d'emploi, 20% de salariés à peu près. Enfin là, j'avais un jury ce matin, c'est 17 salariés, puis 80 demandeurs d'emploi. On a aussi et donc obtenu, je pense que la région Normandie, et je vais faire un peu de pub, aller dans le bon sens, hein. Je pense que la région Normandie était la première région qui, dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, a fait le travail
pour pouvoir en fait assurer le financement des évaluations. Alors il a fallu aussi, mais bon, du coup j'avais vraiment la casquette aussi, Monsieur Clerc, au niveau de la région, mais je pense que c'est vraiment quelque chose aussi où, en fait, quand on porte des choses, il y a aussi des retours. De toute façon, la région sait entendre aussi et puis mettre en place des choses sur ce sujet-là, quoi. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste réagir, j'irai au dernier propos de Jean-Paul sur le CLEA et en tant que représentant des entreprises ici, parce que Jean-Paul le disait, le CLEA c'est une certification donc qui a été mise en place de manière paritaire, mais bien souvent, parfois j'entends dire mais finalement pour une entreprise à quoi ça sert? Je voudrais témoigner d'une chose. J'ai rencontré dans mon parcours professionnel parfois des gens qui malheureusement avaient gardé un mauvais souvenir de l'école. Je ne sais pas pourquoi, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais en tout cas, le fait est que la perspective de retourner en formation n'était pas toujours une évidence pour ces personnes-là. Eh bien, le fait de passer cette certification CLEA, ça permettait de retrouver déjà confiance dans ses propres capacités et de se remettre en dynamique pour aller vers d'autres formations. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive effectivement à aller vers l'emploi. C'est en se remettant dans une dynamique. Et je voudrais parler juste d'une dernière chose, Gauthier, c'est que effectivement, il y a cet aspect d'insertion, d'inclusion, et notamment au niveau, je dirais, de mon organisation patronale, le MEDEF, nous bossons avec des associations, comme par exemple FACE Normandie, comme le CREPI, qui en fait travaillent à regrouper et à rassembler à la fois les demandeurs éloignés de l'emploi, les entreprises, pour que justement ça fasse, je dirais, cette mayonnaise qui prenne et que chacun comprenne un peu les attentes de l'autre. Et c'est parfois des micro-actions, mais ce sont ces micro-actions qui font qu'à un moment donné, quelqu'un se remet dans une démarche vers l'emploi. Merci beaucoup Olivier. David, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à la dernière partie? Non, j'allais peut-être rebondir sur ce que disait Olivier et puis Jean-Paul aussi d'une certaine manière sur la formation aussi comme retour de la confiance. Je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'on a des demandeurs d'emploi qui sont tout près de la qualification, pour qui c'est simple, on fait une formation parfois courte et ils sont employables et l'insertion professionnelle est au rendez-vous. Et puis il y a les publics qui sont les plus difficiles à aller chercher, ce qu'on appelle parfois pudiquement les invisibles, ceux qui sortent de tous les radars et qui sont pourtant peut-être la première cible de la formation professionnelle. C'est-à-dire comment on fait pour aller chercher un public. Moi, j'ai un souvenir un jour, ça m'a beaucoup marqué, d'une femme qui était dans une formation qu'on appelle préqualifiante, c'est-à-dire avant la qualification, pour essayer de reconstruire un peu les savoirs fondamentaux. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes là finalement? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été convaincu? C'est une question toujours intéressante pour savoir comment on peut créer des exemples. Et cette femme m'a dit, le jour où mon gamin m'a demandé des aides pour faire les leçons et que j'ai pas réussi à l'aider, je suis rentré dans un circuit de décrochage. C'est-à-dire se retrouver à être isolé socialement, à ne plus parler, et c'est l'engrenage en réalité. Et la formation, je crois que c'est Olivier qui a utilisé cette formule, c'est d'abord le retour de la confiance aussi. Et ce retour de la confiance et ce qui se crée autour, c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos formations préqualifiantes. Je fais un petit clin d'œil à Rodolphe Thomas avec des écoles comme l'école de la deuxième chance, comme il est avec nous. Sont aussi les écoles de production, auxquelles je tiens beaucoup. Qui y en a maintenant 6 dans la région. Je tiens beaucoup à ce modèle, le faire pour apprendre. Des gamins qui ont entre 16 et 18 ans et qui pour certains sont partis très loin du système scolaire. Eh bien, on peut les raccrocher complètement avec un modèle qui a 100% de réussite, soit de poursuite d'études, soit d'insertion professionnelle directe, qui acquiert une maturité à partir de la confiance. Parce que le modèle pédagogique de l'école de production, c'est ça finalement, c'est de se dire moi, je suis utile à la société parce que le geste que je fais, il est commercialisé quelque part, il y a une utilité sociale et je reconstruis une pédagogie à partir de ça. Et c'est ça aussi, et peut-être d'abord ça la formation. Merci David pour vos propos. Nous allons passer à la troisième et dernière partie de cet échange de ce soir. Juste avant, faire un bref tour sur vos commentaires. Vous avez été nombreux également à parler de la question du logement. Nous avons Claude Fontaine. Bonsoir. Enfin de la reconnaissance pour l'apprentissage. Apprenti, même dans les années 70, ce n'était pas le cas. Nous étions mal considérés, mais c'est là que j'ai appris mon métier et... De nouveau, bravo Julie et à vous, merci beaucoup. Également Hubert Delabatti que je salue. La région, depuis 2017, valorise l'apprentissage dans les appels d'offres. C'était vrai que c'est une vraie dynamique amorcée par la région Normandie et David peut en témoigner. Et également, nous avons donc Jacques Forestier. J'ai découvert récemment le dispositif Jeunes Diplômés, une très belle initiative, peut-être très important, un dispositif qu'a mis en place la région cet été dans le cadre du Covid. Très important. C'est une réponse concrète à une situation d'urgence. Avec la crise sanitaire, il y a de nombreux jeunes diplômés d'études supérieures qui se retrouvent sur le carreau. D'habitude, les taux d'employabilité
d'employabilité, ils sont à 100% ou presque à la sortie d'études supérieures. Mais cette année, dans certaines écoles, c'est 50 ou 60%. On a choisi à la région de mettre en place ce dispositif jeunes diplômés pour éviter que les jeunes se retrouvent longtemps éloignés de l'emploi en payant des formations de 5-6 mois avec une partie longue en entreprise pour acquérir des compétences supplémentaires et éviter la spirale qui peut être parfois infernale. Donc c'est une corde de plus pour le CV, une corde de plus à l'arc des jeunes. Et puis on garde le contact avec l'entreprise. Parfois la perspective d'être employé dans l'entreprise où on fait ce stage rémunéré, parce que l'entreprise, dans la crise actuelle, ne peut pas forcément embaucher. Par contre, elle peut tester une compétence et développer un savoir-être. Merci David. Nous avons également Christophe Gardino qui nous dit: le logement des jeunes est effectivement un souci. Chez nous, les 2 seuls pôles de formation en apprentissage sont à 1h30, si ce n'est même 2 heures de route, ce qui impose un double logement pour ces jeunes sur le lieu de formation et celui de l'entreprise. Et enfin, Marie-Noël Chevalier, que je salue également, qui revient sur le dispositif jeunes diplômés et ce qui va pouvoir me servir. C'est pratique de transition pour cette 3e partie. Le dispositif jeunes diplômés valorise les études et nous, à la mairie de Nubourg, nous avons accueilli un jeune que nous logeons gratuitement. Loger les jeunes, inciter les jeunes à se former, c'est donc également un choix, c'est une orientation. Il faut être sûr de ce que nous voulons faire et ce n'est pas toujours évident pour les jeunes, notamment lorsque nous avons un bac et parfois nous nous retrouvons, je parle par expérience, face au fait accompli, à devoir se trouver une voie et ce n'est pas forcément simple. Et donc là, David, je me tourne vers vous. La région Normandie aussi est à la pointe sur ce sujet. Oui, alors je disais tout à l'heure que la réforme de l'apprentissage n'avait pas été une bonne chose. En revanche, là, je vais tempérer les choses. C'est que dans la loi du 5 septembre 2018, il y a le transfert de la compétence orientation, ou plus précisément information métier aux régions. Ce qui est une bonne chose, même si la réforme ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que c'est pas illogique que celui qui s'occupe du développement économique, la région, de la formation professionnelle, la région, soit aussi celui finalement qui oriente, ou en tout cas qui informe sur les métiers. Et c'est la clé de tout, finalement, l'orientation. C'est la clé de tout. On peut ouvrir toutes les formations qu'on veut, mais on peut se retrouver avec des formations vides. Je me souviens d'une formation de tuyauteur dans votre territoire qu'on avait ouvert en répondant aux besoins des entreprises, parfaitement aux besoins des entreprises, 2 sessions de 18 qui commencent à 2 inscrits parce que finalement on n'a pas réussi à convaincre sur le métier. Et donc c'est vraiment, je crois, par là qu'il faut commencer. On a créé une agence régionale de l'orientation qui est désormais opérationnelle, qui associe évidemment le rectorat et qui choisit, pour être assez court, le temps passe, mais de changer le logiciel des politiques d'orientation qui étaient menées jusqu'ici. Je le disais tout à l'heure, aller dans un forum déambuler quand on est en 3e, c'est sympathique, on a une brochure, mais qu'est-ce qu'il en reste à l'arrivée? À mon avis, pas grand-chose. Et même parfois, rien du tout. Donc je crois vraiment que changer le logiciel, ça veut dire multiplier les possibilités de contact avec le monde professionnel pour les jeunes, parce que oui, j'assume de dire que l'école n'est pas un temple sacré dans lequel l'entreprise n'aurait pas le droit de pénétrer. Il faut que l'entreprise puisse s'adresser aux jeunes, qu'elle puisse partager ses expériences, et c'est pour ça que, pour faire simple, on a 3 mots d'ordre dans cette politique d'orientation. Le premier, c'est l'immersion professionnelle, le développement du stage découverte. J'étais surpris d'ailleurs, c'est l'expérience sur le terrain qui permet d'apprendre ce genre de choses. J'étais persuadé que le stage de 3e ne servait à rien. Eh bien, c'est une erreur. Beaucoup de jeunes m'ont dit qu'ils ont trouvé leur voie professionnelle après un stage de 3e. Pas tous, mais le rôle de la région, c'est justement de faire en sorte que ce stage de 3e soit multiplié. Que ce ne soit pas en quelque sorte le stage par réseau, parce que j'ai papa, maman qui ont une entreprise et qui vont prendre l'entreprise, ou par défaut parce que j'en ai pas. Et du coup, je vais faire quelque chose parce que j'ai trouvé rien d'autre. Et que ce soit vraiment un stage de cœur où on peut tester un métier, où on peut ouvrir un chemin professionnel, ou le fermer. Et c'est donc le rôle de la région, c'est ce qu'on fait avec l'agence pour engager les entreprises à le faire, parce que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités aussi. Elles ont des difficultés à recruter, mais du coup, quand on a des difficultés à recruter, il faut prendre un peu de temps pour former des jeunes et puis les accueillir dans son entreprise. Donc, immersion, dédramatisation. J'insiste là-dessus parce qu'on mesure à quel point dans nos entourages respectifs, c'est angoissant pour un jeune. Moi, j'ai un neveu, 15 ans, pour qui c'est extrêmement difficile, ce choix. C'est traumatisant même, parce qu'on se dit parfois, on va faire un choix, là, en 1 mois, 2 mois, qui va compter pour toute sa vie. Sauf que ça compte pas pour toute sa vie. Et ça, c'est à nous de dire que c'est un choix certes important, mais qu'il ne faut pas dire qu'il est irréversible pour toute une vie. Et c'est ça aussi de dédramatiser. Dédramatiser, ça veut dire aussi parler aux profs, bien sûr, mais parler aux parents, qui sont souvent plus prescripteurs encore d'orientation que les profs. Souvent, on a dit les profs, ils ne conseillent pas l'apprentissage, etc. Mais souvent, ce sont les parents qui bloquent en réalité, qui disent non, tu peux faire mieux, etc. Eh bien, on doit s'adresser aux parents. C'est ce qu'on fait notamment avec des cafés parents pour discuter autour des métiers et avoir des témoignages. Ça peut être des clips vidéo, ça peut être vraiment, en tout cas, le fait qu'un jeune parle à un jeune, qu'un professionnel parle à un jeune professionnel, qui puisse poser des questions. Quel est le salaire d'un métier aussi? J'insiste là-dessus, parce que
Je crois qu'en France, on a ce tabou de parler des salaires, mais c'est important de dire aussi, les jeunes, ils se posent la question, il faut y répondre, parce que parfois on a des surprises et parfois on crée des déclics, même si ce n'est pas la première motivation. Et enfin, le troisième mot d'ordre, c'est encore une fois la territorialisation, parce qu'il y a des expériences sur les territoires. Je pense à un bus d'orientation à Évreux, qui ont vocation à être partagées, dupliquées, multipliées, parce qu'elles sont les bonnes et qu'elles ont permis de changer des parcours. Et puis enfin, je termine par ça, on a en Normandie soutenu depuis longtemps les Olympiades des métiers. Ce sont des jeunes qui sont en compétition, qui poussent leur passion jusqu'à l'excellence, qui y consacrent beaucoup de leur temps, qui ont des étoiles plein les yeux quand ils parlent de leur métier. C'est plus qu'une compétition, vous l'avez compris. C'est une façon finalement de dire à la jeunesse de Normandie, il y a des jeunes qui s'épanouissent dans leur métier jusqu'à la passion, jusqu'à l'excellence. Et c'est ce qu'on a décidé de soutenir, ce type de témoignage. Et vraiment, je crois que c'est ça l'orientation de demain, même si beaucoup reste à faire. C'est en tout cas le concret, plus que la brochure. Merci David, effectivement beaucoup reste à faire, même si déjà beaucoup a été fait, mais notamment sur ce qui reste à faire, c'est toujours sur le sujet de l'orientation, permettre aux lycéens dès la seconde, pour ensuite en première et la terminale, de pouvoir pénétrer dans les entreprises. Je me tourne vers vous, Olivier Verteressian. Il existe aujourd'hui une situation, et je cherche du regard Alexandre qui a également vécu la même chose, c'est qu'on a des jeunes qui, dès le lycée, ont qu'une envie, c'est de pouvoir apprendre, se former. Le sujet, c'est que lorsque nous ne sommes pas dans des parcours professionnalisants, par expérience, lorsque j'étais lycéen, ça commence à remonter, mais ES et S, ce n'était pas possible de réaliser sur nos temps de vacances des stages. Alors aujourd'hui, ça tend à s'ouvrir quelque peu. Hugo, on en avait discuté, qui est dans la salle, Hugo Hervieux, on en avait discuté, il commence à y avoir des opérations ciblées, mais comment faire en sorte que ce soit possible pour des jeunes qui ne sont pas dans des parcours professionnalisants de pouvoir, lorsqu'ils le souhaitent, sur leur temps personnel, les vacances, de pouvoir vivre une première expérience professionnelle? Je pense que d'abord, la question de l'orientation, David le disait, je dirais, avec ses mots en disant que c'est clé, c'est effectivement, je dirais, la base de tout. C'est le premier point dont il faut avoir conscience. Tout le reste que l'on peut faire après, qui est aussi extrêmement important, si on n'a pas les dispositifs qui permettent aux gens d'expérimenter, de s'inspirer et d'avoir les bonnes orientations, effectivement, ça va pas aller très loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour permettre d'inspirer? Il y a à la fois effectivement de passer le message, d'encourager, et ça c'est un travail que je dirais au niveau du MEDEF nous faisons avec les branches professionnelles. On a, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique, mais je dirais il y a tout un travail d'animation des branches qui elles-mêmes vont travailler avec les entreprises, qui vont inciter, qui vont donner des idées je dirais qui vont permettre d'ouvrir les portes des entreprises pour permettre ces expérimentations-là. Je suis surpris que David n'en ait pas encore parlé, mais donc je vais en parler parce que pour le coup, c'est quand même effectivement un dispositif aussi qu'au MEDEF, on a trouvé extrêmement intéressant. C'est le fait d'avoir une plateforme qui permet justement aux chefs d'entreprise de pouvoir faire savoir qu'il est prêt à accueillir et il est prêt à témoigner de son métier. Et ça fait partie des initiatives qui sont mises en place par l'agence et dans lesquelles on s'est dit, tiens, c'est très bien, encourageons je dirais, à la fois nos branches et les entreprises je dirais, qui sont adhérentes à ces branches, de pouvoir je dirais, s'inscrire dans ce dispositif-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, c'est effectivement multiplier les expériences. Moi, il y a une expérience que j'aime bien citer parce que quand j'ai pu la vivre, je dirais, en tant que membre du jury, ça m'a touché au cœur. Il y a une association, alors il y en a d'autres, mais celle-là, je la connais particulièrement, qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Qui est une entreprise en fait, qui est une association qui permet en fait à des jeunes, je dirais collégiens, lycéens et même dans le supérieur, d'expérimenter des mini-entreprises. Et c'est une forme extraordinaire. Et ça permet aux jeunes d'avoir des idées, d'expérimenter, de tester. C'est extraordinaire de voir la créativité qu'il peut y avoir. Et en termes d'expérience professionnelle, ça c'est aussi une véritable expérience. Ça c'est vraiment génial.
On a, avant de donner la parole à Jean-Paul et Julie, nous avons un commentaire. Je salue Pauline Delgove qui donc nous dit il faut aussi inciter et accompagner les jeunes à faire ce qu'ils aiment. C'est la clé d'un parcours réussi, apaisé. Également Thomas et l'Exhausteur, très beau débat ce soir encore. Merci Thomas que je salue. Et donc question pour David, avant de donner la parole à Jean-Paul et Julie. Quelle est cette plateforme, s'il vous plaît, qui vient d'être donc présentée par Olivier? Merci Olivier. C'est en effet, j'aurais dû en parler, c'est la plateforme Parcours Métier, parcours-métier, que vous trouverez facilement sur Internet. Ça part un peu du principe que j'évoquais tout à l'heure. Les entreprises doivent jouer le jeu aussi, s'engager, et je suis ravi qu'elles le fassent. C'est-à-dire qu'elles vont consacrer un peu de leur temps avec des collaborateurs, des salariés qui vont pouvoir dialoguer directement sur cette plateforme pour aussi proposer des stages quand elles le peuvent, découvertes, et puis répondre aux questions concrètement des jeunes. On choisit, et je parlais tout à l'heure du moment angoissant pour des jeunes de choisir l'orientation, mais on choisit d'autant mieux et on est d'autant plus rassuré qu'on peut parler avec quelqu'un qui connaît le métier et de partager cette expérience. Donc la plateforme Parcours Métier de l'agence, elle est opérationnelle. On signe progressivement avec des entreprises des chartes d'engagement qu'on appelle la fabrique des compétences. D'ailleurs, c'est un joli mot qui veut bien dire ce que ça veut dire. Les entreprises, finalement, font le choix de s'engager. Elles font le choix d'avoir un engagement moral. Rodolphe Thomas, c'était Hubert de Jean de la Bâtie qui citait tout à l'heure le fait que les entreprises de la région qui répondent à des marchés sont valorisées lorsqu'elles recourent à l'apprentissage. Il y a des clauses d'apprentissage. Dans mon territoire, moi, du Cotentin, l'agglomération, on a décidé aussi de valoriser les entreprises qui prennent des stagiaires, qui prennent de l'apprentissage, qui sont exemplaires en la matière pour qu'elles puissent obtenir plus facilement des marchés publics. Ce sont autant d'initiatives qui, en effet, permettent aux jeunes d'avoir des moments de rencontre avec des professionnels. Merci David, je me tourne donc vers Julie Barenton. Julie Barenton, tout à l'heure David parlait notamment peut-être d'une peur que peuvent ressentir parents et enfants, étudiants, lycéens dans leur orientation, parce que ça peut effectivement tracer une vie. Concrètement, vous, par votre expérience, notamment sur le secteur des travaux publics, mais également au Césaire, avec qui vous avez pu échanger avec vos collègues au sein de l'Assemblée, concrètement, comment vous faites pour rassurer les jeunes que vous faites venir dans votre infrastructure? Est-ce que vous parlez, vous communiquez sur les perspectives d'avenir? Comment vous faites concrètement pour rassurer et vraiment forger le parcours que souhaite entreprendre le jeune? Alors dans les établissements, dans notre établissement, les jeunes sont là de toute façon, on va dire assez convaincus quand ils rentrent. En tout cas, on a très très peu de ruptures de parcours. Et on tente de bien les accompagner. Donc là, on forme aussi, on a développé des formations de tuteurs, d'apprentis également, pour pouvoir s'assurer que la formation également dans l'entreprise est faite de manière à sécuriser le jeune, ce n'est pas toujours évident, hein, en tout cas dans nos métiers. C'est des métiers, alors oui, effectivement, on essaie de développer, d'accueillir des jeunes femmes, mais on ne peut pas dire qu'encore on n'est pas encore très au point. Mais voilà, c'est des métiers en équipe avec des hommes qui sont quelquefois un peu durs. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de sécuriser le jeune qui arrive. Mais on va dire que celui qui passe les premières semaines, on va dire, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que les stages et les expériences, elles sont vraiment utiles. C'est-à-dire que celui qui passe les 15 premiers jours sur un chantier dans une équipe, qui peut découvrir ça, il sait ou il ne sait pas s'il pourra faire ce métier. Mais là, c'est vraiment capital, l'expérience professionnelle. Et même très rapidement, elle peut permettre à un jeune de savoir s'il tiendra le coup, mais s'il pourra s'épanouir dans ces métiers-là ou pas. Vraiment. Tout à fait, la notion d'épanouissement qu'évoquait il y a quelques instants par message Pauline. Je me tourne donc vers vous, Jean-Paul Choulan. On parlait au niveau des jeunes d'une peur, d'une appréhension de l'avenir, du choix professionnel, de son orientation, mais il y a également les adultes qui sont en reconversion professionnelle, dans un contexte qui plus est tendu au niveau économique du fait de la conjoncture sanitaire. Concrètement, vous, par votre expérience, comment vous parvenez justement à rassurer les adultes qui souhaitent justement entreprendre un parcours de reconversion ou d'apprentissage directement?
On a un vrai sujet tout de suite avec la crise Covid, mais pas que, quoi, avec un dispositif qui s'appelle transition collective. D'habitude, on est sur les transitions professionnelles individuelles, et donc il y a un dispositif qui est lancé avec des plateformes territoriales. Il y en a un certain nombre sur la Normandie, tout de suite 5-6 déjà, à la fois avec des EPCI. Il y en a où c'est plus des l'UIMM, par exemple, qui peut le porter. Je pense que bientôt, il y aura du côté de Cherbourg aussi quelque chose, dans le deuxième appel, peut-être. Mais ce qu'on voit, c'est que... Alors, on avait l'habitude jusque-là de gens qui étaient moteurs dans la reconversion, quoi. Là, on est plus dans une logique de dire à des gens dont le métier peut être fragilisé, alors soit par la situation sanitaire actuelle, mais aussi parce que de manière structurelle, l'entreprise ou par des choix stratégiques d'entreprise en fait qui n'ont pas été les bons, on peut se retrouver avec des métiers fragilisés. Et là, on voit que autant dans tout ce qu'on peut faire tout de suite, on n'a pas de mal à identifier, effectivement, mais David le disait tout à l'heure, là où il y a des besoins d'emploi, quoi. Mais quand on veut travailler sur les emplois fragilisés et justement permettre à des gens d'aller sur une reconversion. On est sur des dispositifs où les gens peuvent quand même être pendant 2 ans en formation avec les salaires pris en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300. Enfin, il y a des aides. Et ben, on voit que pour l'instant, on a du mal à décoller parce que... Alors, à la fois, les entreprises ont du mal à dire qu'elles peuvent avoir des difficultés, mais on sent aussi des difficultés de la part des salariés, je pense, de se dire, mais déjà, il faut qu'ils fassent un peu le deuil de leur emploi et de se dire, il faut que je retourne, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure, tous les freins. Hein. C'est, je me remobilise pour aller sur une reconversion, pour aller sur un nouvel emploi, alors qu'on est bien à travailler en plus en proximité géographique et puis avec des choses qui matchent vraiment. Mais on voit qu'on a quand même du mal. Alors à la fois, je pense, les entreprises qui ont des difficultés ont du mal, mais on identifie bien aussi que pour des salariés, c'est pas évident non plus. Quand on n'est pas acteur en fait de sa reconversion, d'arriver à mobiliser les gens, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des sujets qu'on peut avoir tout de suite, quoi. Et on voit bien ces difficultés. Alors, ce qui est mis en place quand même, c'est que derrière, il y a tout un dispositif. Hein, et je parlais déjà d'accompagnement tout à l'heure, mais il y a un accompagnement par les conseils en évolution professionnelle, qui est donc un peu, c'est plus pour les adultes. On est bien sur un sujet où, alors la réforme a mis ça en place aussi. Alors ça a enlevé la structure dont je suis le président de cette activité-là, quoi. Mais on est bien sur des gens justement qui vont accompagner les gens à titre individuel, à bien voir là où ils en sont, définir quels projets ils peuvent avoir et vraiment les accompagner. Et en même temps, mais les aider à définir leurs projets, mais par rapport aux réalités aussi de ce qui peut exister en termes de retour à l'emploi, enfin, ou de reconversion, et pas non plus faire croire à des gens qui peuvent aller dans des choses qui ne produiront rien, quoi. Donc on voit, mais on voit bien aussi cette difficulté quand même il y a un vrai travail d'accompagnement, et je pense que, mais c'est vrai, alors c'est encore plus vrai pour des jeunes qui connaissent pas encore le milieu du travail et où c'est difficile de se projeter dans un emploi. Et souvent, alors on était à une époque où les jeunes, ils faisaient un peu ce que les parents leur disaient. Du coup, peut-être qu'ils auraient tendance maintenant à vouloir faire le contraire de ce que les parents peuvent leur dire. Donc, ce qui est aussi quelque chose de... Mais on voit bien, il y a effectivement ce besoin de se projeter, de connaître en fait ce que sont les nouveaux emplois, quoi. Et c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est aussi une des actions, je pense, de l'agence de l'orientation, dans laquelle Transition Pro contribue dans le cadre du numéro gratuit, de toute façon. Et donc on répond aussi 5 demi-journées par semaine quand même à des appels que les gens peuvent faire en fait auprès de l'agence de l'orientation sur le numéro ouvert, quoi. Merci Jean-Paul. Olivier, sur le sujet, vous souhaitiez apporter une précision? Oui, rebondir sur ce qu'exprimait Jean-Paul. C'est vrai que le dispositif transition collective, c'est un dispositif qui est très intéressant justement dans l'accompagnement, je dirais, de l'évolution des métiers. C'est vrai aussi que c'est un dispositif qui est nouveau et c'est un véritable investissement, je dirais, en termes d'efforts de communication, d'incitation, à la fois auprès des entreprises et Jean-Paul le citait, auprès des salariés. Il y a un élément qui me paraît extrêmement important dans cette capacité à un tant soit peu rassurer, c'est ce qu'on appelle l'observation. Et ça, c'est un élément qui est très important, c'est de se dire finalement, bon, j'ai pas plus de boules de cristal que Jean-Paul, David, Julie ou vous, Gauthier. Enfin, je sais pas, vous en avez peut-être une, vous. Et donc, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Cela dit, on est quand même capable, notamment, je dirais, en travaillant tous ensemble, partenaires sociaux, État, région, à essayer de se dire quel est l'état du réel, quel est l'état des demandes aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qu'on peut éclairer pour l'avenir.
Et à partir de là, c'est vraiment ce qui doit amener à piloter nos politiques et le travail qu'on mène au commun, notamment au sein du CREFOP. Ça paraît un petit peu technique, mais c'est vraiment la base. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je dirais, les entreprises, les organisations syndicales, la région, l'agence de l'orientation et l'État, on est capable, je dirais, de travailler ensemble, de discuter ensemble pour justement s'éclairer sur l'évolution. Les métiers en tension aujourd'hui, c'est important, mais la question c'est quels vont être les métiers en tension dans 2, 3, 4 ans. Et c'est là où, sans avoir de réponse immédiate et totale, bien évidemment, se dire voilà le champ des possibles, c'est le travail qu'on doit mener tous ensemble pour justement avoir ce travail pour rassurer. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier Verteressian, pour vos propos. Nous avons déjà bien dépassé l'horaire de débat. Il est 20h23. C'était un sujet, il faut dire, très, très intéressant. Il y avait énormément de choses à dire, notamment dans la perspective de bien vivre en Normandie. Il faut donc être bien orienté, bien formé pour bien travailler également en Normandie. Vous remercier pour ceux qui ont participé dans les commentaires. Antoine Jean, que je salue et que nous saluons tous ici sur le plateau en disant bravo pour ce débat très enrichissant comme toujours. Arnaud Tancrel, que je salue et que nous saluons également. La compétence est là et les Normands n'ont pas besoin de changer d'équipe. Remercier également Anne-Lyne Louis qui nous dit que c'est un débat de très grande qualité. Voilà, vous remercier pour l'ensemble de vos messages, vous remercier pour votre participation et pour votre suivi. Il est donc temps de clôturer cette table ronde numérique très brièvement pour remercier chacun de nos intervenants, les représenter avec donc David Marguerite, vice-président de la région Normandie en charge de la formation et du développement des compétences et également président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Merci David pour votre présence ce soir. Mais également remercier Olivier Verteressian, qui est donc à ma gauche, à votre droite, chef de file formation et apprentissage au MEDEF Normandie, et également membre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP. Merci Olivier pour votre présence ce soir. Également remercier Julie Barenton, 46 ans, première vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et régional de Normandie notamment. Merci Julie pour votre présence ce soir. Et vous êtes également présidente de d'autres structures, notamment sur le territoire d'Alençon, dans le secteur des chantiers publics. Merci pour votre présence, Julie. Merci. Et enfin, donc, pour terminer, remercier Jean-Paul Choulan, président de Transition Pro Normandie et membre également du Conseil économique, social et environnemental régional de Normandie et membre du CREFOP. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour votre présence. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la fin. On se retrouve demain pour une nouvelle table ronde numérique sur un sujet totalement différent, puisque nous traiterons du sport avec des invités de qualité. Claire Rousseau, vice-présidente en charge de ce sujet, Sylvain Letouzé et Aristide Olivier, animé par notre jeune Normand Conquérant Manchois, Lou Laurent. Merci pour votre suivi. À demain, bon appétit et vive la Normandie.